Donc en 20 minutes, on va essayer de reprendre les interrogations de ce matin. Pour nous, ce qui est tout à fait intéressant dans la première, disons, contribution, c'est l'interrogation fondamentale sur le statut du document et l'aporie presque sur sur l'absence de définition très claire, une définition par négation et toujours une définition du document en relation avec les archives. Et donc le problème aujourd'hui qu'on avait essayé de traiter, c'est d'envisager un triptyque documents, archives et données pour essayer de voir en quoi le document, dans la perspective de ce que j'ai essayé de définir ce matin, c'est-à-dire l'hyperdocument, permettrait de réinterroger évidemment l'archive, la constitution du fonds d'archives, et en lien tout ça avec la donnée étant l'inscription du numérique et du changement paradigmatique qui explique l'articulation qu'on est en train de chercher entre d'une part la computation, les sciences de la computation, on va dire ça comme ça, et de l'autre côté, en fait, les nouvelles herméneutiques, c'est-à-dire en fait les nouvelles façons d'interpréter. Alors, ce triptyque a pour objet de reprendre un concept qui est développé par Robert Escarpit, qui s'appelle le dexialisme, alors qui est un quasi-concept, entre guillemets, dans un texte qu'il a produit autour d'un texte important pour nous, puisque c'est un texte sur lequel je ne vais pas trop développer, mais qui annonce qui annonce en fait un programme épistémologique pour les sciences de l'information et de la communication. Nicole Robin en fait rigole, donc je serais tout à fait preneur de la situation historique dans laquelle ce texte a été construit, enfin élaboré. Il a été publié en tous les cas dans les cahiers de la Revue française des sciences de l'information lors du premier congrès de la SFIC. C'est un texte en fait un peu programmatique, on le considère comme tel et on considère qu'il est authentique. Alors après on peut discuter de l'authenticité, et là je serais très très preneur d'informations, et c'est dans ce texte-là il essaye de définir les sciences de l'information. J'en dirai deux mots tout à l'heure, mais il est défini en lien avec le nexialisme, dont je vais essayer de parler très très rapidement. Et ensuite j'essaierai de montrer en quoi le nexialisme permet aujourd'hui de penser la relation entre le document, l'archive et la donnée. Alors, le plan que nous avons choisi, dans un premier temps, je vais vous parler du nexialisme très très vite, tel qu'il est proposé par, Robert Escarpit. Ensuite, je vais montrer en quoi le nexialisme peut nous permettre d'approcher l'hyperdocument. Je vais essayer de définir, alors là, ça sera, disons, des propositions extrêmement rapides, des façons de cerner au sens d'un cadre interprétatif, et en 10 minutes, ça va être très très court, mais disons, un espace topologique dans lequel on pourrait circuler sur le triptyque données, archives, documents, en disant que les archives sont du côté de la durée et de l'intentionnalité, et je reviendrai sur ça, que le document, il est du côté de l'enregistrement, de la trace et de l'indexation, et que la donnée, elle est entre, quand je dis entre, la computation et l'interprétation. C'est-à-dire que c'est à partir de ce mode de catégorisation que je vais proposer, évidemment, d'envisager, et je le ferai pas, disons que nous sommes en réflexion dans notre groupe de travail, une théorie, entre guillemets, de l'hyperdocument, qui nous permettrait évidemment de revoir les fondamentaux entre sciences de l'information et de la communication, puisqu'en fait, dans les sciences de l'information et de la communication, il y a un débat très profond depuis les origines sur le singulier au pluriel. La science de l'information et de la communication, ou les sciences de l'information et de la communication. Et en fait, il y a une skise très très importante, une coupure, un écart, un fossé entre les gens qui sont du côté de l'information, ce qu'on appelle l'infodoc de manière caricaturale, j'ose dire,
C'est-à-dire, en fait, grosso modo, les documentalistes, et de l'autre côté, les communicants, qui, eux, d'une certaine manière, seraient du côté de l'intersubjectivité, du côté du discours, mais un discours où il n'y aurait pas de document. C'est-à-dire, en fait, là, on a une sorte de tension, et la posture qui est la nôtre, c'est de dire que cette tension, aujourd'hui, eh bien, c'est un nonsense, ça n'a pas de sens, tout simplement parce que évidemment, le document est partout. Et les documents est partout, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est il est véhiculé par la relation entre documents, archives et données. Et c'est la donnée, le numérique, en fait, qui, produit un environnement au sens très très large pour penser le triptyque. Dans un deuxième temps, Lucie, qui est doctorante, nous parlera de la constitution, alors que la pratique, l'aspect pratique sur le volet pratique de la conception, de l'approche conceptuelle que j'ai essayé de développer, autour d'une expérience de traitement du fonds Robert Escarpi, voilà. que je vais essayer de confronter en fait au traitement intellectuel qu'on connaît mieux en sciences de l'information et de la communication et qui se rapproche du traitement documentaire des documentalistes. Voilà, c'est ça. Alors, et l'idée, en fait, c'est que ce traitement documentaire, on va essayer de le penser à travers un prisme qui est celui du conflit des indexations. Alors, évidemment, c'est un petit pastiche sur le conflit des facultés chez Kant, évidemment. Et en fait, l'idée, c'est de penser cette conflictualité entre archives, documents et, disons, dans l'aporie de l'absence de définition qui a été soulignée tout à l'heure par mes collègues, et essayer non pas aujourd'hui de proposer une définition, parce que ça serait, à mon avis, véritablement dangereux, mais de dire que, fondamentalement, ce qu'on appelle les méthodes mixtes, le renouvellement épistémologique nous amène en fait à aborder, de front, une approche quantitative et une approche qualitative. La dernière communication qui a été faite, tout à fait intéressante, est en fait purement qualitative, c'est-à-dire en fait on est dans le régime de la métaphore. Ça présente des intérêts majeurs, mais ça veut dire qu'il y a un clivage, il y a un impensé absolu, évidemment, du quantitatif. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que le rapprochement entre le document et l'archive suppose évidemment, une union, je ne sais pas, une alliance, une nouvelle alliance, c'est un peu fort, au moins de nouveau un conjointement, on va dire ça comme ça, j'ai envie d'utiliser ce mot, disons un rassemblement, c'est pas terrible, mais un conjointement entre des approches qui sont aujourd'hui positionnées par des professionnels et aussi par des activités intellectuelles ou cognitives qui sont dans des fronts, dans des oppositions, dans des méconnaissances aussi, probablement, en tous les cas dans une absence de dialogue, et il s'agit de reconstituer évidemment les conditions de ce dialogue. Voilà. Alors, sur un tel programme, évidemment, ça va être un peu rapide. Alors, l'idée, je viens de reperdre mes... Non, il ne faut pas que je reperde mes... Alors, l'idée, la première chose que je vais essayer de développer très très vite, c'est l'idée du nexialisme. Alors, le nexialisme, c'est Escarpi qui l'affirme à partir d'une posture qui est celle de concevoir un dialogue entre les disciplines. Et donc, il est clair qu'on est dans les années 70, les sciences de l'information sont en train d'être reconnues, de commencer leur processus de reconnaissance institutionnelle. Et l'idée, c'est de voir comment ce nexialisme introduit l'interdisciplinarité qui va servir, en fait, à positionner, je dirais rapidement, les sciences de l'information et de la communication. Et pour nous, ça va servir dans un deuxième rebond à essayer de montrer aujourd'hui que l'information est incontournable et qu'il faut une pensée du document pour penser l'information. Et c'est pour ça qu'on fait la proposition de l'hyperdocumentarité. Alors, en 1959, donc c'est rappelé par Robert Escarpi, il cite en fait un ouvrage d'un écrivain canadien de science-fiction qui s'appelle Van Vogt, qui lui-même invente le nexialisme et qui est, dans un premier temps, chez cet écrivain, défini ainsi. C'est la science de relier de manière ordonnée le champ d'un savoir et la connaissance de celui-ci à d'autres champs. Intéressant. Donc, la science de relier d'une manière ordonnée le savoir d'un champ de la connaissance à celui d'autres champs. Alors, sans trop
commenter ça, ce qui est intéressant, ce que va retenir Robert Escarpi, c'est l'idée 1, matière ordonnée. Donc on met un peu d'ordre dans le désordre, du savoir, d'un champ, et l'interdisciplinarité, c'est-à-dire connaissance d'un champ, ce qui va être le champ de l'information, qui va être nécessaire en fait pour pouvoir faire dialoguer les autres champs, c'est-à-dire les autres champs de la connaissance. D'une certaine manière, on a là une science, ajoute-t-il, qui fournit, et je souligne, des techniques et alors là, le deuxième point important, des techniques pour accélérer l'absorption du savoir et pour rendre plus efficace l'utilisation de ce qui a été acquis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'on est dans une logique qui est liée de près ou de loin, je n'ai pas le temps de développer, à la science-fiction, ça a été dit, mais aussi à la cybernétique, en tous les cas à l'anticipation d'une promesse de la société de la connaissance. Hein, c'est clair. En fait, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on a là, Lisbonne, la définition de l'Europe, en fait, comme société de la connaissance, c'est-à-dire une science. Qu'est-ce que serait une science capable de relier de manière ordonnée le champ de savoir à toutes les connaissances? Autrement dit, une science qui permet d'accélérer l'absorption du savoir pour rendre plus efficace l'utilisation de ce qui a été acquis. On voit bien, d'une certaine façon, les enjeux, très importants. Alors, ce que nous dit, l'affirmation plus exacte d'Escarpi, c'est-à-dire que il nous dit, Van Vogt, en tant qu'écrivain, ne savait pas sans doute ce qu'il décrivait, et que ce qu'il décrivait allait devenir, et je cite là Robert Escarpi, l'ambition du documentaliste. Et là, c'est assez fort, c'est-à-dire quelle est l'ambition du documentaliste? C'est de réaliser le programme dont je viens de parler, c'est-à-dire en fait de se situer au carrefour d'une conception de l'information qui permette de réorganiser la connaissance et le dialogue de toutes les connaissances. Programme assez, ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment ça se décline? Ça se décline autour d'une fiction, d'une mise en fiction de cette affaire. Il y a un personnage qui s'appelle Elliot Grosvenor, qui est, alors il est présenté comme ça, il est unique et modeste nexialiste de l'équipe de savants embarqués à bord du Space Beagle. Donc là, on voit très bien que ça renvoie, disons, à, Darwin, c'est-à-dire évidemment, mais c'est un Darwin, disons, du futur, c'est pas un Darwin du passé. Et alors, ils sont embarqués dans un astronef d'exploration interstellaire, et donc cet Elliot, après avoir été méprisé et même persécuté, alors là, je n'ai pas développé le rôle de la persécution de l'innovation, c'est que les innovateurs sont forcément persécutés à un certain moment avant d'être reconnus comme, des héros. Là, je ne vais pas vous faire René Girard en 3 minutes, mais ça serait tout à fait intéressant de se poser la question de la victime, disons, de l'innovation, mais ce n'est pas le sujet. Donc, en fait, il est donc persécuté, méprisé de ses compagnons de voyage, et d'un seul coup, il va devenir l'homme le plus important de l'expédition parce qu'il va être capable de quoi? Eh bien, en fait, quand il y a une difficulté, de faire dialoguer les gens qui sont embarqués dans l'astronef pour trouver une solution au problème. Et là, on voit bien qu'on est en mode de résolution de problème tout à fait intéressant. C'est-à-dire à quoi sert la connaissance de la connaissance, si j'ose dire, la mise en connaissance de la connaissance. Eh bien, ça sert à résoudre un problème quand il se pose et qu'il y a difficulté. C'est-à-dire on peut se cracher, par exemple, si on est dans un astronef et qu'on rate la trajectoire. Il y a un côté Jules Verne, évidemment, dans cette affaire. Donc, il fait une conférence dans lequel il va initier l'équipage au nexialisme. Il commence par la chose suivante, en fait, et je cite Robert Escarpi, la façon dont il va s'adresser en fait à ses collègues, c'est les problèmes qu'affronte le nexialisme sont des problèmes globaux. Évidemment, on peut dire que c'est le problème d'une interconnaissance, hein, si on est un peu, Edgar Morin, enfin une connaissance de la connaissance, hein, au sens assez rapide. Alors comment se trouve défini maintenant le terme nexialisme? Ça vient de son étymologie très rapidement, en latin, ça signifie enchaînement. Et donc là, on commence à comprendre l'ordonnancement comme enchaînement et comme
l'entrelacement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, enchaînement, entrelacement, bon, là, on a quasiment une théorie du réseau qui va arriver, parce que dans un réseau, évidemment, il y a de l'enchaînement, mais il y a surtout, en fait, de l'entrelacement. Et donc, on voit bien que cette définition du nexialisme permet, en fait, à Robert Escarpis, c'est une hypothèse que je fais, mais j'attends les conseils et les recommandations de Nicole Robin, comme pour éclairer cette définition du nexialisme. Éclaire-t-elle? Je vous poserai la question, Nicole. Peut-être que j'attends votre réponse. C'est moi qui me permettrai de vous poser une question. J'inverserai le dispositif. C'est est-ce que le nexialisme permet d'éclairer ou pas les sciences de l'information, hein, c'est-à-dire le statut, donner un statut aux sciences de l'information et de repositionner par conséquent aujourd'hui ce qu'on appelle comment dire, l'infodoc, l'information ou documentation dans comment dire, le champ des savoirs. Alors, le nexialisme, dans sa définition, disons, courte, apparaîtrait comme la science de la cohérence. Alors, voilà ce que dit, comment dire, Robert Escarpis. C'est une belle définition pour notre discipline. Et voilà ce qu'il annonce, et là, cette phrase me semble assez intéressante. Je serais tenté de dire, pour ma part, que le désir d'étudier l'information comme donnée et la communication comme processus, et là je souligne l'information comme donnée et la communication comme processus, est né d'un besoin interne de la connaissance scientifique. Et donc là, on voit bien que d'une certaine façon, le rôle de l'information, il excède la discipline en fait des sciences de l'information, puisqu'en fait, il touche toutes les sciences, toute connaissance scientifique. Et on voit d'une certaine manière en fait l'enjeu important en fait de l'information qui d'une certaine façon est transdisciplinaire ou interdisciplinaire ou touche toutes les disciplines. Alors ce qui est intéressant aussi, deuxième point, c'est alors le désir d'étudier, évidemment c'est la pulsion de savoir, hein, le désir de connaissance évidemment. Et deuxième point important, c'est l'information comme donnée. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'information peut devenir donnée au sens non pas de data sense, c'est-à-dire en fait données sensibles, mais données numériques. Et là, c'est tout à fait intéressant, c'est justement le data sense, comme le passage du data sense aux données numériques est tout à fait intéressant. Et là, on a des enjeux, à mon avis, fondamentaux. Je vois d'ailleurs que Georges arrive pour me dire que le temps est terminé, alors que j'ai à peine fait une introduction, as usual, comme je dirais, mais je vais donner la parole sans plus tarder à, comment dire, à ma doctorante. L'idée, c'est que je vais passer un petit peu. Alors, le deuxième point, là j'ai défini le nexialisme très rapide. Le nexialisme, en fait, comme approche de l'hyperdocument. Donc, ça veut dire que si le nexialisme chez Robert Escarpis permet de penser ou de repenser le statut de l'information, ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps. Maintenant, l'idée, c'est de reprendre en fait l'héritage, la filiation, pour dire évidemment, nous avons à penser l'hyperdocument. Alors pourquoi nous avons à penser l'hyperdocument? Tout simplement parce que nous n'avons pas de théorie du document, numérique ou digital. Ça a été dit tout à l'heure, nous avons des définitions poreuses, comment dire, juridiques, et nous avons des pratiques, par contre, effectivement, nous avons des pratiques. Alors, faut-il une définition ou pas? Notre position, c'est de dire oui, il faut une définition. Alors, c'est critiquable peut-être comme posture, mais nous avons, disons, une orientation pour essayer de penser l'hyperdocument. Alors, l'hyperdocument, l'avènement de l'hyperdocument. Alors je vais être très, très court là-dessus, et en même temps, bon, ça veut dire quoi? Alors comment, déjà, cet hyperdocument, en fait, est thématiquement, disons, pensable à travers comment dire, ce petit tableau. La nouveauté qu'introduisait Escarpis à son époque, c'est en fait la notion de semi-document, c'est-à-dire en fait de document audiovisuel. Le document, en fait, étant... Alors là, il y a une sorte de généalogie du document, hein, une sorte de... Alors, je ne suis pas contient du tout, hein, mais disons, il y aura une évolution, un évolutionnisme, entre guillemets, latent de l'hyperdocument, avec le document, c'est-à-dire qu'en fait, le document papier, par exemple, ou enfin, le document manuscrit, enfin, le document papier, ça a été dit tout à l'heure, on aurait le semi-document qui est en fait thématisé par Robert Escarpis. Et donc on rajouterait une couche au sens des couches informatiques, on en rajoute une couche, si je puis dire, qui serait l'hyperdocument avec évidemment des caractéristiques qui relèvent de l'hypertexte, du disque dur, de la mise en ligne, des données structurées, etc. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que on propose
d'ailleurs j'ai mis un S à bibliothèque et pas à médiathèque, excusez-moi. L'idée c'est que je proposerais, alors de manière un peu, comment dire, disons, sous la contrainte de l'obligation, de dire qu'il y a une ubiquithèque qui arrive, ce qui veut pas dire que les bibliothèques vont disparaître, que les lieux vont disparaître, mais que les médiathèques non plus vont disparaître, mais que l'ubiquithèque, ça va être probablement des nouveaux services qui vont apparaître dans des lieux anciens. Et en même temps, il y a une portabilité des services qui pourront être faits dans les lieux et hors des lieux. C'est-à-dire que là, en fait, les lieux de la connaissance ou les lieux du savoir, en fait, vont changer. Alors, donc, si on veut penser, disons ce statut de l'hyperdocument, parce que là, je fais simplement une description par couche, ce qui est une assez, disons, une banalité, ça relève du sens commun, sauf le néologisme ubiquithèque, qui en fait peut être discutable, oui, le restant, matter of fact. En fait, effectivement, il y a de l'hypertexte, il y a du fichier, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on tente une définition de document, on peut dire que le document est un nœud, un enchaînement, un entrelacement qui se situe à l'intersection, à la distribution, à l'interférence, et là je cite 3 termes de Michel Serres, entre 3 composantes que sont l'archive, le document et la donnée. Alors, je redonne une sorte de définition. Alors, des définitions, disons, pour l'instant, un peu, comment dire, non stabilisées, non écrites dans le marbre, puisqu'en fait, elle a été publiée, mais sous une autre forme. Voilà, et elle évolue. Donc, le document est un nœud, un enchaînement et un enlacement qui se situe à l'intersection, à la distribution et à l'interférence. Et là, Michel Serres me sert par, évidemment, un espace topologique qui est pensé en termes de réseau, entre 3 composantes que sont l'archive, le document et la donnée. Et ce que je voulais vous dire, je vais vous le dire très très vite, c'est qu'effectivement on est, comment dire, dans une approche du document post-foucalien. On est dans une archéologie des médias au sens très large, où cette couche supplémentaire ouvre évidemment dans la géologie plutôt de l'archéologie des médias, comment dire, un nouvel espace culturel de savoir, de redistribution. Et donc, je vais simplement, j'aurai pas le temps de le faire, mais dire 2 mots. Il me reste combien de temps? Plus du tout. Je voulais simplement dire 2 mots sur les 3 caractéristiques fondamentales, mais j'ai pas le temps, de l'archive comme durée et intentionnalité. C'est ça qui me semble important. C'est-à-dire que l'archive, ça se construit dans la durée. C'est pour ça que les historiens sont des passionnés de l'archive. Moi, les meilleurs étudiants ici sont souvent des historiens. Ils ont un rapport intime à l'archive, tout simplement parce que l'histoire, parce que en fait, ils rencontrent ou pas. C'est quelqu'un qui va me dire que effectivement j'ai terminé mon temps. Ils ont un rapport à l'archive. Ils ont un rapport à l'archive comme Peggy avec Clio, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, ils ont un rapport intime. L'histoire a un rapport intime évidemment avec l'archive. Mais ce qui est intéressant dans l'archive aussi, c'est l'intentionnalité. C'est le statut de l'auteur. Et l'intention du dire. Et là, j'ai pas le temps d'ouvrir, évidemment, en phénoménologie, le concept d'intentionnalité, le vouloir dire de l'auteur, c'est fondamental, on est du côté de la réception. Avant de donner la parole à deuxième point, alors là, je caricature, mais vraiment, le deuxième point, et là, j'entendrai que c'est acquis par tout le monde, c'est que le document, à la différence de l'archive, eh bien, il se situe entre l'enregistrement physique, ça a été dit ce matin, c'est une banalité, une B2B, parce que j'ai une banalité de base, j'allais dire. Par contre, là où le document nous pose un vrai problème, c'est sur le problème de l'indexation. C'est le problème de la sémantique, c'est-à-dire du classement. Et là, en fait, on a vraiment des problèmes énormes qui ne sont pas résolus, c'est la sémantique. Et là, cette fois-ci, le document n'est plus du côté, comme l'archive, l'archive est du côté de la production, de l'auteur, le document serait du côté du récepteur, c'est-à-dire en fait de la réception, de l'organisation de sa réception. Vous voyez là, je retrouve un peu, disons, les fondamentaux de la théorie de l'information entre émetteur et récepteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et donc, l'idée, c'est que, le troisième point, sur lequel je dirais un tout petit mot, c'est que la donnée, c'est ce qui permettrait en fait d'aller du document à l'archive. Je voulais vous montrer un peu, mais j'aurais pas le temps, les caractéristiques de cette affaire, de ce qu'on pourrait appeler un régime hyper documentaire, mais c'est pas le sujet. Je vais donner la parole tout de suite à Lucie.
Donc moi je vais essayer d'aborder les mêmes points que Franck, mais en ayant une approche un petit peu plus pratique, en vous parlant de mon expérience de classement du fonds Escarpi et en la comparant justement à une approche documentaire des documents tels qu'on la connaît en sciences de l'information et de la communication. Alors mon travail en fait il s'inscrit dans un contexte numérique qui est marqué par le fait que le cloisonnement entre les pratiques des bibliothécaires, des documentalistes et les pratiques des archivistes est de moins en moins évident. Ce cloisonnement est de moins en moins important dans la mesure où dans les bases de données numériques, tout est vite confondu, c'est-à-dire que les catalogues de bibliothèques et les instruments de recherche d'archives, qui sont traditionnellement des outils très différents, sont en quelque sorte pris dans le magma numérique sous la forme de bases de données documentaires. Et c'est à ce niveau-là qu'un conflit entre le modèle de traitement des archives, de l'archiviste et des documents du documentaliste intervient, notamment au moment de l'indexation, et est visible. Et notamment sur les interfaces. Mais avant de revenir sur ce conflit, ce que je souhaitais présenter, c'est d'abord les spécificités du traitement des archives à travers le processus de classement du fonds Robert Escarpi, en ayant un regard un petit peu de documentaliste, qui est plutôt ma formation initiale, sur ce processus et les apports que ça pourrait apporter à notre discipline des sciences de l'information et de la communication. Alors plus que le classement, l'opération qui est importante en archivistique et que j'ai découverte à l'occasion de mon stage aux archives pour classer le fonds Escarpi, c'est celle de l'analyse archivistique qui est vraiment une spécificité de tout classement d'archives. Alors en apparence, cette analyse, c'est une opération dont les objectifs sont les mêmes que ceux d'une indexation qui est documentaire. Si je prends la définition qui en est donnée dans l'abrégé d'archivistique, cette définition dit que le but de l'analyse est de donner sous une forme organisée, concise, précise, les données pertinentes sur le contenu informatif d'un document ou d'un ensemble de documents. Cependant, par rapport à la documentation, les deux différences majeures sont à noter. La première, c'est l'unité matérielle et intellectuelle, qui, en archive, est rarement le document isolé. En archivistique, on considère en général le dossier comme la plus petite unité matérielle et intellectuelle présente dans le fond, alors que le document est considéré en documentation. Ça a un impact sur la deuxième différence majeure et la plus importante, c'est que la notion de contenu informatif n'est pas envisagée de la même manière en documentation qu'en archive, d'abord à cause de cette unité intellectuelle différente, et ensuite car le déplacement temporel et physique de l'archive fait qu'elle résiste aux nomenclatures, pour reprendre une formulation proposée par Marc Bloch. Et une conséquence de cela, c'est que le point d'ancrage de l'analyse archivistique, c'est l'événement et non le document. Et lorsque cela est possible, concrètement, lorsqu'on fait une analyse archivistique, la priorité, c'est de repérer un objet et une action, contrairement à la documentation. Alors pour être un petit peu plus concrète, je vais revenir sur le processus d'analyse en lui-même, que j'ai choisi de décomposer en plusieurs étapes en m'appuyant sur les 3 fonctions du document qui ont été proposées par Robert Escarpi. Alors il s'agit de la fonction iconique, la fonction documentaire et la fonction discursive. Lors de l'ouverture d'une boîte d'archives, la première étape correspond de manière un peu caricaturale et schématique, je vous l'accorde. Dans les faits, ces trois fonctions, en fait, elles se chevauchent dans le travail que j'ai effectué. Mais la première fonction qui apparaît, c'est la fonction iconique. C'est-à-dire que quand j'ouvre une boîte, je peux déjà déterminer l'importance matérielle d'un dossier. Et il y a des documents que j'identifie immédiatement par leur forme, c'est-à-dire une lettre ressemble à peu près toujours à une lettre. Et en fait, cette fonction iconique conditionne ensuite mon travail d'analyse, le type de lecture des documents que je vais faire, les documents que je vais consulter, feuilleter en premier. La seconde étape, c'est une lecture objective qui correspond à ce que Robert Escarpi appelle la fonction documentaire et qui se rapproche d'une indexation documentaire en documentation. Et dans le cas du fonds Escarpi, c'est par exemple la consultation des titres lorsqu'il y a des titres sur certains documents ou la consultation, le feuilletage de lettres où ont été apposés des mots-clés pour des classements dans des dossiers. Mais à la différence du traitement d'un ouvrage,
ces mots-clés qui sont sur les lettres d'Escarpi, qui existent vraiment, ils ne sont pas tout de suite intelligibles par moi. C'est une indexation ancienne qui a été déplacée dans le temps. Par exemple, j'avais un dossier de lettres où le mot-clé qui était apposé de manière constante, c'était scorpion. Il m'a fallu tout un travail supplémentaire pour comprendre qu'en fait, scorpion, ça renvoyait à une vieille maison d'édition des années 1960 qui pratiquait une forme d'arnaque d'auto-édition comme on en trouve encore aujourd'hui. Et donc ça m'amène en fait à la spécificité de l'analyse archivistique comparée à la documentation, c'est qu'une troisième étape est nécessaire. Et c'est cette troisième étape qui permet de définir l'objet et l'action de l'analyse, et à partir d'une lecture qui est dite projective et qui correspond à la fonction discursive du texte. C'est-à-dire qu'il faut rétablir le discours. Ça rejoint un petit peu ce que disait Franck au début sur la question des relations entre sciences de l'information et sciences de la communication. Il faut rétablir l'aspect communicationnel, le discours, mais en relation avec les documents. En identifiant l'intention du producteur à travers un discours écrit et à l'aide de l'agencement des différents documents au sein d'un dossier, sachant que je le répète encore une fois, la spécificité de l'archivistique, c'est qu'on a toujours affaire à des documents qui sont interdépendants pour leur compréhension. Et donc si cette troisième étape est nécessaire, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est parce que l'intelligibilité du document a été affaiblie par son déplacement temporel et spatial. Et cet affaiblissement impacte en général les fonctions iconiques. Par exemple, un vieux document administratif, on ne l'identifiera pas visuellement tout de suite. Et la fonction documentaire, l'exemple des éditions du Scorpion. Et la conséquence de cela, c'est qu'une analyse, c'est forcément textuelle et elle résiste à la mise en données. On retrouve l'idée de résistance à la nomenclature à cause de son historicité. Et en ligne, des symptômes de cela notamment, c'est que les analyses archivistiques, elles sont encodées à l'aide du métalangage XML, qui n'est pas un langage qui permet un encodage en données structurées, mais en données semi-structurées, dont la vocation est d'imiter le langage naturel et qui par essence est toujours imparfait dans cet usage. Maintenant, je vais vous parler peut-être un petit peu plus du classement, vu que le temps passe. C'est que si l'analyse est ce qui permet de rétablir le contexte, en fait, elle permet de proposer une remédiation du document qui a été déplacé dans le temps et dans un lieu. C'est pas ce qui permet la recherche en tant que telle. Cette analyse, elle doit d'abord prendre place dans un cadre de classement pour permettre au lecteur de trouver ce qu'il cherche. Et sachant que la principale différence entre un cadre de classement documentaire et un cadre de classement d'archives, c'est que en documentation, le classement précède l'indexation. C'est-à-dire que on propose en général un modèle d'organisation des connaissances à travers une classification qui par la suite va permettre l'indexation, alors que la démarche est totalement inversée dans le cas des archives, où c'est chaque fonds qui fait son propre classement à partir de la succession d'analyses obtenues à la fin de l'ouverture des boîtes. Ça a plusieurs conséquences sur ce classement qui est chronologique avant d'être thématique, et surtout qui peut être défini comme un arbitrage entre le respect des intentions du producteur et leur clarification à destination d'un futur lecteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bonnes pratiques qui se répètent. Par exemple, dans un instrument d'archive, dans un cadre de classement, on va plutôt mettre au début la correspondance du producteur ou les documents à caractère biographique. Et c'est l'usage qui demande ça plutôt que le fond. Mais par ailleurs, le point important, c'est le respect des intentions du producteur à travers leur clarification, à l'aide de l'analyse. Et la question de l'indexation apparaît encore après, comme un outil alternatif qui permet en fait une recherche par mots-clés et donc un autre type de recherche et de lecture, là où l'instrument de recherche est fait pour favoriser une forme de sérendipité et fait en fait pour le lecteur qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche, qui va consulter l'instrument comme il consulterait un sommaire d'ouvrage. La recherche par mots-clés est plutôt un outil alternatif pour une recherche plus précise. Et les deux sont complémentaires en fait. Et l'indexation archivistique n'est pas totalement comparable à l'indexation documentaire, également pour plusieurs raisons. D'abord parce que son support, c'est l'analyse archivistique et non le document, ce qui induit un niveau de granularité qui est supérieur à une indexation qui porterait sur un document.
Comme il s'agit d'une mise en données de l'analyse, elle doit être considérée plutôt comme une description qu'une réécriture, car elle s'appuie sur le travail d'analyse préalablement réalisé. Si on veut, en fait, avant d'analyser, je peux effectuer un travail de pré-indexation, entre guillemets, qui consisterait à noter le mot scorpion dans mon fichier de travail en attendant de comprendre à quoi cela renvoie. Et là, ça serait une indexation plutôt réécriture. Alors que là, on n'est pas dans ça, étant donné qu'elle s'appuie sur l'analyse. On est déjà dans une indexation plutôt de description. Et qui permet la mise en réseau parce qu'elle est normalisée. Et c'est cette différence entre indexation, réécriture, indexation, description qui m'amène à la notion de conflit que j'ai abordée en introduction, avec dans les bases de données numériques la cohabitation de documents numérisés, d'instruments de recherche numérisés et d'indexation à l'aide de vocabulaire contrôlé du thésaurus W par exemple, qui crée une confusion au moment de la recherche avec toutes les notices qui apparaissent de manière linéaire. Et la dernière indexation, qui est l'indexation description, qui est la plus haute et qui est peut-être le point d'entrée le plus intéressant pour un chercheur, est noyée finalement au milieu de l'indexation plein texte. Mais en fait, ce conflit d'indexation, le véritable conflit des indexations se situe ailleurs. En fait, il se situe plutôt au niveau de l'opposition analyse textuelle comme mise en document dans le cadre d'une pratique d'archive et indexation comme mise en données dans le cadre d'une pratique documentaire. Et en fait, c'est le point clé, c'est l'articulation document-données à ce niveau, dans la mesure où, si on reprend la notion du nexialisme, en fait, le nexialisme peut être compris comme une mise en réseau dynamique des connaissances. Et cette mise en réseau dynamique, elle ne peut pas faire l'économie de ce travail d'analyse pour être pérenne dans le temps et pour permettre le suivi de l'historicité de l'archive. Autrement dit, on peut faire une mise en réseau dynamique seulement à l'aide de l'indexation, mais ça sera une mise en réseau seulement destinée au lecteur d'un temps et d'un lieu donné qui risque d'être l'objet d'une obsolescence rapide. Et le travail d'analyse, enfin l'intérêt de l'analyse archivistique et des méthodologies d'analyse pour les sciences de l'information et de la communication, à mon sens, se situe au niveau de la remise en contexte, de la remédiation. Et ça pose également la question de l'ordre de ces différentes étapes dans la chaîne documentaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un renversement à faire avec une remédiation qui interviendrait avant l'étape d'indexation, alors que dans les pratiques documentaires actuelles, lorsqu'on crée une collection en ligne, on indexe avant de proposer une remédiation des documents, une éditorialisation. Voilà pour ma partie, j'ai déjà trop parlé. Merci de m'avoir écouté. Attends, je vais faire une petite conclusion. Une toute petite conclusion sur la conclusion, mais très très vite, sur l'idée de l'objectif de ce travail qui semble un peu compliqué, mais en fait l'objectif c'est, comment dire, de poursuivre le travail de Pierre-Camille Lemoine dont je parlais ce matin, sur le premier manuel d'archivistique. Ce qui est intéressant en fait chez Lemoine à l'époque, en fait, il s'agit bien de gestion des archives, première chose. Et c'est un moment très important de l'archivistique, et je pense qu'aujourd'hui il y a un deuxième moment important, peut-être il y en a eu d'autres, mais disons c'est de nouveau un moment important dans l'archivistique. Et peut-être comprendre que le manuel pratique qu'il faudrait écrire, il y a un premier manuel qui a été fait, mais grâce à vous d'ailleurs, on se dit mais il faut qu'on fasse aussi notre manuel, quoi, de l'hyperdocument. Enfin, voilà, merci de cette ouverture. Ce manuel pratique destiné à l'époque, on est en 1765, hein, il est destiné aux archivistes. En fait, il y a un protocole de traitement des archives. Lucie nous a parlé d'un protocole de traitement des archives qui est tout à fait singulier, c'est-à-dire où les sciences auxiliaires deviennent les sciences principales presque. C'est-à-dire en fait, là on a une sorte de retournement assez intéressant. Alors, en quoi y aurait-il analogie? Il faut se méfier des analogies. Hein. Mais analogie, comment dire, n'est pas métaphore, puisque dans l'analogie, il y a un démon de l'analogie, un rassemblement, un rapprochement qui donne ta pensée. Dans la métaphore, c'est un peu différent. Donc l'idée chez Lemoine, en fait, il y a une recommandation de classement. Et le grand pas en avant, c'est qu'il propose le classement des archives par matière, par opposition aux archives chronologiques. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un pas sémantique
qui est intégré, qui est fondamental. Et aujourd'hui, en fait, comment dire, l'approche d'une archivistique du digital comme résolution du conflit entre ces deux interprétations, c'est-à-dire en fait l'interprétation documentaire et du documentaliste et l'interprétation disons de l'historien, pour faire court, hein, si je simplifie, eh bien là il y a, disons, les moyens d'une rencontre importante, qui permettrait, dans notre projet qui est le nôtre, évidemment, de mieux redéfinir le rôle de l'information à l'intérieur des sciences de l'information. Merci. Bien.